Elle est naïve, vulnérable, perturbée, la jeunesse camerounaise. Celle-là qui a toujours été présentée comme le fer de lance de la nation, voit une nouvelle génération sombrer dans toutes sortes de dérives au rang desquelles la consommation de stupéfiants. Cannabis, tramadol, cocaïne, l'addiction des jeunes pour ces drogues est bien réelle. C'est le constat fait par le comité de lutte contre la drogue qui révèle que 15% de jeunes sont touchés par le phénomène. Des chiffres susceptibles d'augmenter selon les experts. Nous en parlons ce midi avec Maurice Somo, psychosociologue de l'éducation et des organisations. En deuxième partie, nous parlerons de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'annonce par la Fédération camerounaise de football du refus de la licence aux représentants du pays de Samuel Eto'o, le club Bamboutos de Boudan en raison de non-conformité a fait l'objet de vives controverses. Patrice Futso, entraîneur de football, sera des nôtres. Mesdames et messieurs, le Grand 7, votre rétrospective de l'actualité, c'est tout de suite sur Dash News. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-Up. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à ce Round-Up de l'actualité africaine. On démarre au Zimbabwe, où on a parlé d'élections présidentielles cette semaine. Le président zimbabwéen a promis une relance économique alors que la campagne électorale a démarré. Emmerson Mnangagwa a promis de faire tout son possible pour rester au pouvoir et terminer sa mission qui est de relancer une économie zimbabwéenne qui s'est effondrée depuis plusieurs années. C'est un engagement qu'il a pris alors qu'il lançait sa candidature cette semaine pour un deuxième mandat de 5 ans. Au Cameroun, on a parlé de blanchiment et de financement du terrorisme. Le groupe d'action financière Gafi a inscrit le Cameroun sur la liste grise des pays sous surveillance renforcée. C'était cette semaine. Gafi est un observatoire international dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'organisme a précisé que les pays classés dans cette catégorie sont ceux présentant des déficiences stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On a parlé d'élections générales au Gabon. Les Gabonais sont appelés à aller aux urnes pour les élections générales le 26 août prochain. C'est ce qui est ressorti du Conseil des ministres tenu cette semaine. Le calendrier des élections présidentielles, législatives et locales a finalement été établi par le Centre gabonais des élections, mettant ainsi un terme à une longue période d'incertitude. Élections générales en République démocratique du Congo, les opposants ont dénoncé des fraudes et le manque de transparence de la commission électorale à 6 mois de l'échéance. Ils estiment que la commission électorale est aux mains de Félix Tshisekedi. La conférence des évêques catholiques a jugé le processus électoral mal engagé. On a parlé d'élections législatives, cette fois du côté du Ghana. En prélude à la présidentielle de 2024, le pays a organisé cette semaine un scrutin législatif partiel, précisément dans la circonscription charnière d'Assine North, dans le centre du pays, considéré comme le fief du parti de l'opposition, le NDC. En Éthiopie, on a enregistré une démission cette semaine. C'est bien celle de la présidente de la commission électorale. Birtukan Mideksan a annoncé cette semaine avoir remis sa démission pour des raisons de santé. C'est une ancienne prisonnière politique exilée aux États-Unis. Elle est revenue sur la scène politique en 2018 en Éthiopie, où elle a supervisé les premières élections parlementaires depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a pris ses fonctions. On a parlé de discours de haine au Cameroun. Le Conseil national de la communication a rappelé les médias à l'ordre sur le danger de la promotion des discours de haine dans les contenus. L'instance régulatrice du secteur de la communication sociale a organisé cette semaine un séminaire national sur le sujet, un séminaire auquel ont pris part les hommes et femmes de médias camerounais
mais également les acteurs de la société civile. On a également parlé de Coran brûlé du côté de la Suède. À Stockholm, précisément, un exemplaire du Coran a été brûlé. L'acte posé a suscité la colère des pays africains. Après Rabat, qui a condamné un acte offensant et irresponsable et qui a d'ailleurs rappelé son ambassadeur en Suède, c'est au tour du Sénégal qui a également dénoncé l'acte à travers un tweet. L'actualité a également été du côté du Soudan du Sud avec un nouveau cessez-le-feu de 48 heures pour honorer l'Aïd al-Adha qui a été signé cette semaine. Les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée régulière du Soudan ont décidé de façon unilatérale d'observer un cessez-le-feu pour honorer cette fête musulmane. Dans son communiqué publié ce lundi, le commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo a reconnu les conditions humanitaires difficiles causée par la guerre à ses compatriotes, formulant le vœu que l'Aïd al-Adha soit l'occasion d'une réconciliation entre les Soudanais. Au Tchad, le projet de nouvelle constitution a été adopté à 96% des suffrages. Le texte, qui est censé rétablir l'ordre constitutionnel et rendre le pouvoir aux civils, sera soumis au référendum populaire dans les jours à venir. En Afrique du Sud, on a parlé santé. Le pays a enregistré cette semaine 2 foyers de la grippe aviaire de sous-type H7. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé animale. L'organisme intergouvernemental a indiqué que les 9500 volailles d'élevage sont déjà mortes du dit virus sur 2 sites situés dans la province de Mpumalanga. Au Kenya, pour terminer, le chef de l'opposition Raila Odinga a demandé à ses partisans de boycotter une série de nouvelles taxes sur des produits tels que le carburant et le logement, alimentant une confrontation potentielle avec le gouvernement de son rival, le président William Ruto. Des actes qui sont survenus au lendemain de la promulgation de la hausse de la TVA dans le pays. Et c'est ici que s'achève ce round-up de l'actualité africaine. À bientôt. Merci Marie Vandongo pour ce round-up de l'actualité. Je vous le disais, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Maurice Somo, psychosociologue de l'éducation et des organisations. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, on parle stupéfiants ce matin. Mais avant de revenir, vous l'avez donc compris ce jour, nous parlons des addictions des jeunes au Cameroun. 15% sont touchés par la drogue. Paradoxalement, le plus grand nombre de ces jeunes consommateurs se retrouvent en milieu scolaire. Cet indicateur du Comité national de lutte contre la drogue et bien d'autres interpellent sur la montée fulgurante du phénomène ainsi que de la dangerosité des stupéfiants sur la santé. Ce qui n'a pas laissé de marbre la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Dans une récente publication, elle tire la sonnette d'alarme. L'état des lieux avec Cédric Tachago et on se retrouve juste après. Les drogues et les stupéfiants ont le vent en poupe au sein de la jeunesse camerounaise et les chiffres font froid dans le dos. Selon des statistiques du Comité national de lutte contre la drogue, 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. 10% sont des consommateurs réguliers, dont 60% sont des jeunes âgés de 20 à 25 ans. La prévalence du fléau est de 15%, avec un taux élevé en milieu scolaire. Selon ces chiffres, le cannabis, avec 58,54%, occupe le haut du podium en matière des drogues les plus consommées. Il est talonné par le tramadol, 44,62%, et la cocaïne, 12,10%. Au Cameroun, 25% de consommateurs ont déjà fait l'expérience de la drogue dure. 946 nouveaux patients demandeurs de traitement ont été enregistrés dans les centres de traitement de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, avec un pourcentage élevé dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. À la faveur de la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues le 24 juin dernier, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a également tiré la sonnette d'alarme sur la recrudescence du phénomène. Dans une sortie,
Elle déplore le fait que le Cameroun est parmi les importateurs majeurs de cannabis et l'un des points de transbordement du produit dans d'autres pays africains. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour éradiquer le phénomène, la Commission invite toutes les parties prenantes à promouvoir plus encore l'éducation à la santé et contribuer à la réinsertion sociale des jeunes. Merci Cédric Tachago. Alors, Maurice Saumon, on vient de le voir, 15% de jeunes au Cameroun sont addicts des drogues au Cameroun. Quel regard portez-vous sur cet état de choses? Écoutez, je suis très intéressé par ce sujet qui constitue la dorsale d'un projet de lancement d'un ensemble de talks que je voudrais organiser dans la ville de Douala et probablement aussi au Cameroun sur effectivement ce phénomène, le phénomène de la consommation des drogues et toute forme de stupéfiants. Je vais vous dire que lorsqu'on regarde les statistiques telles qu'on les a vues là, je peux te dire que ce n'est pas exact. Le phénomène est beaucoup plus profond que celui-là. La situation est alarmante. La situation est beaucoup plus alarmante que celle-là. Parce qu'en fait, les statistiques se limitent. Les statistiques que nous avons, c'est du grosso modo, comme on dit souvent. Bon, à la réalité, cela devrait faire l'objet d'une étude de sociologie qui va donner d'autres éléments, ou si vous voulez, d'autres clés de compréhension plus importantes du phénomène et qui va démontrer que le phénomène est plus grave que ce que l'on dit. Je crois que la moyenne nationale, celle qui se situe à 30%, ne donne pas une idée réelle de ce que dans certains compartiments de la nation, du pays, on va retrouver cette drogue à des proportions qui peuvent parfois atteindre les 50 voire 60%. Simplement parce que, en raison parfois du confort économique dans lequel on se trouve, certains quartiers ont presque toute une jeunesse qui consomme de la drogue comme on consommerait de l'eau à boire ou comme on mangerait de la nourriture quand on a faim. Mais qu'est-ce qui justifie cette montée fulgurante de ce fléau? Je vais achever. Vous n'allez pas m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Allez-y. Bon, alors, on avait pensé à un moment donné que certains quartiers qui sont, enfin, des quartiers huppés, seraient épargnés par ce phénomène. Pourtant, depuis qu'on a ce qu'on appelle en quelque sorte des appartements meublés qu'on trouve là, de jeunes se retrouvent dans cet environnement, n'est-ce pas, et vous voyez, vont se livrer à la consommation des drogues et des alcools de toutes sortes. Parce qu'eux, ils ont les moyens, par exemple, de se prendre un meublé et de s'amuser comme ils veulent. Donc, même dans les quartiers huppés, des enfants issus de ces quartiers le sont. On avait pensé à un moment donné que les jeunes filles en étaient épargnées. Et pourtant, de plus en plus, des jeunes filles, menaçant même le pourcentage de garçons, sont aujourd'hui tout à fait dans ce phénomène. Alors, on avait pensé à un moment donné que le phénomène a plus cours dans les villes que dans les villages, que non. Parce que les régions qu'on a évoquées sont celles où, parfois dans des villages, n'est-ce pas, tout le monde consomme de la drogue parce qu'elle se cultive derrière la maison, dans les plantations, avec une facilité déconcertante et tout le monde passe à la drogue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de facilité et beaucoup d'aisance d'ailleurs. On aurait pensé qu'à un moment donné, ce seraient les aînés, les gens d'un certain âge qui consommeraient les drogues, que non. La drogue s'est attaquée à la racine de la population d'un pays, c'est-à-dire à la jeunesse. On aurait pensé qu'on va trouver au bord du marché, dans les rues de la ville, là où le phénomène de la drogue est ancré. Eh bien, on s'est rendu compte que la drogue s'est invitée en milieu scolaire, plus amplement. Donc, alors, lorsque on regarde donc le phénomène, il a gangréné complètement toute notre société. Et du coup, donc, on a de bonnes raisons de s'inquiéter. Voilà. Qu'est-ce qui justifie donc la montée fulgurante? Le tableau que vous nous peignez là nous fait comprendre que véritablement la situation est alarmante. Mais qu'est-ce qui justifie, je vous repose la question, qu'est-ce qui justifie la montée fulgurante de ce fléau?
Alors, la drogue, à un moment donné, dans notre pays, était quelque chose d'absolument tabou. C'est-à-dire que lorsqu'on disait qu'on a pris quelqu'un en possession de la drogue, cela faisait l'objet d'une curiosité exceptionnelle. Pourtant, de plus en plus, cette drogue est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que les jeunes, au sortir à la maison, ils peuvent retrouver la drogue. Ils peuvent entrer en contact avec la drogue à la maison. Ils peuvent entrer à la drogue en allant à l'école, au lycée ou au collège. C'est-à-dire, chemin faisant, ils rencontrent des gens qui fument la drogue. À l'intérieur des établissements, ils ont des camarades de classe qui ont fait du commerce de la drogue à l'intérieur, un deal particulier qu'ils font. Le phénomène va davantage monter parce que, vous voyez, la drogue est ce par quoi les jeunes passent pour devenir, dans une structure sociale, ce qu'on appelle les cracks, les durs, les plus forts. Ils sont en fait un modèle identificatoire pour les autres jeunes. Et donc, du coup, comme les choses se passent ainsi, c'est tous les jeunes qui veulent se ressembler aux plus forts. Et ils vont essayer cette chose-là. Donc, beaucoup d'éléments vont concourir à cette vulgarisation de la drogue parce qu'elle est facilement accessible, parce que de plus en plus, les jeunes peuvent y accéder facilement, parce que dans les images de la société qu'on projette, les consommateurs de la drogue sont ceux qui vont poser des actes, qui vont créer un modèle pour les jeunes et pour tout le monde. Parlons justement, Maurice Soumon, parlons justement de cette accessibilité aux drogues. J'aimerais qu'on essaie de revoir un peu les chiffres. La Commission des droits de l'homme au Cameroun indique par ailleurs que les substances primaires les plus utilisées sont le cannabis, 58% associé au tabac, le tramadol, 44%, la cocaïne, 12%, les solvants, 7% et l'héroïne, 5%. La solution ne serait-elle pas, et le Cameroun est d'ailleurs considéré comme l'un des producteurs, des importateurs majeurs dans le continent et ailleurs. Donc, oui, la solution ne serait-elle pas justement d'arrêter la production de ces plantes? Bon, c'est comme si du jour au lendemain, on disait il faut arrêter avec la drogue. Mais pourtant, tous les jours, vous regardez dans des émissions de télévision, dans vos journaux particulièrement, on ne cesse de montrer des images de jeunes qu'on a pris ou des personnes prises en train de, soit en pleine consommation de drogue ou bien en train d'écouler de la drogue. Et donc, du coup, un texte ne suffit pas pour dire « Ok, du jour au lendemain, c'est fini, on arrête avec la drogue, ça ne se passera pas. » Non. Pour comprendre mieux la chose, il faut aller plus profondément pour comprendre comment est-ce qu'un jeune peut devenir du jour au lendemain, peut développer une addiction à la drogue. Bon, et là, je vais vous expliquer des choses. Il y a que certains jeunes deviennent drogués par héritage génétique. C'est-à-dire qu'au moment où il y a des bébés, au moment où ils naissent, leur organisme est prédisposé à avoir la drogue comme un supplément alimentaire ou un complément alimentaire à la limite. C'est-à-dire que les structurer physiologiquement pour aller vers la drogue. Sinon, ils ne trouvent pas cet équilibre qu'on appelle l'idiosyncrasie, c'est-à-dire la capacité d'avoir un équilibre entre ce qu'on veut et ce que l'organisme veut exactement. Donc, il y en a qui sont ainsi. Il y en a qui vont le devenir parce que de façon circonstancielle, et c'est les deux modes d'ailleurs qui existent, c'est-à-dire que soit par héritage génétique, soit de façon circonstancielle. De façon circonstancielle, c'est ces jeunes qui vont, n'est-ce pas, pour une raison ou une autre, à un événement ou à un autre, faire la rencontre avec la drogue. En fonction de leur prédisposition, ils vont, par entraînement, finalement devenir addictifs à la drogue. Bon, alors, donc, c'est les deux éléments fondamentaux, bien si vous voulez, les deux axes fondamentaux qui font que l'individu devient du jour au lendemain drogué. Alors, pour mieux comprendre ces statistiques que vous évoquez là, c'est qu'il faille à un moment donné s'attaquer à ces deux sources. C'est-à-dire couper la possibilité qu'il y a pour le jeune d'entrer en contact avec la drogue
prendre en charge ceux des jeunes qui, génétiquement, sont prédisposés à consommer de la drogue. Vous voyez? Tu vois. Donc, Outre Maurice Somo, outre ces deux facteurs, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que l'éducation telle qu'elle est conçue de nos jours pourrait être un élément favorable à la consommation de ces drogues? oui. Bon, l'éducation, on a toujours... vous voyez, l'éducation, c'est le paravent, c'est la panacée pour chaque phénomène qu'on a dans la société. On dit qu'il faut passer par l'éducation. Oui, l'éducation va toujours être au centre de tout, mais il y a également des mesures qui peuvent être prises par les gouvernants pour qu'à un moment donné, les gens, pour ceux qui sont de façon, pour les jeunes qui rencontrent la drogue, pour que cela ne se fasse pas. Vous allez dans un environnement scolaire, vous allez dans une école, tout autour de l'école, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est des dealers qui sont tout autour. On peut prendre bien des mesures pour assainir l'environnement scolaire, par exemple, et être sûr qu'à ce moment, on va de plus en plus éloigner ces personnes. Comme la drogue est rentrée dans les écoles, dans les campus scolaires, il y a bien des mesures qui peuvent être prises pour que la drogue passe de là. Parmi ces mesures, on parle de sensibilisation. Mais pensez-vous que la sensibilisation à elle seule peut suffire pour éradiquer ce fléau? Bon, la sensibilisation s'adresse à des personnes qui, au moins, d'abord aux personnes qui ont déjà été en contact avec la drogue pour renoncer. La sensibilisation s'adresse aux personnes qui peuvent être tentées par la drogue parce qu'ils les ont rencontrées. La sensibilisation peut s'adresser aux personnes qui facilitent l'écoulement de la drogue en leur faisant comprendre la dangerosité du phénomène et puis ce que cela cause, n'est-ce pas, pour la jeunesse. Oui, la sensibilisation sera toujours un élément majeur dans la lutte de la drogue pour un pays comme le nôtre. Alors, impossible pour nous d'éluder les récents événements. Je fais allusion ici au comportement très souvent, très peu, comment dire, les comportements déviants que certains jeunes affichent sur la place publique. On a tendance à parler de dépression. Écoutez, on aura 3 formes de drogue. Vous avez des drogues très légères. Des drogues très légères qui peuvent avoir quelques petits effets hallucinogènes. En des termes plus prosaïques, c'est-à-dire un jeune qui prend de la drogue hallucine un tout petit peu, est transporté dans un autre monde et peut poser un acte sans en réalité en mesurer les conséquences. Bon, il y a des drogues plus ou moins dures, des drogues qu'on peut dire dures, et celles-là qui sont telles que lorsque le jeune l'a consommé, eh bien, il passe à une autre étape de la perception de la réalité. Et il y a des drogues extrêmement dures, des drogues très dures. Celles-là, c'est celles qui développent en général une forme d'addiction, c'est-à-dire une destruction totale de la personnalité de l'individu, une dépendance telle que l'individu ne peut même plus véritablement s'en départir. Donc, en fonction du niveau dans lequel le jeune se trouve, en fonction du type de drogue dans lequel le jeune se trouve, eh bien, on peut donc prendre des mesures qui s'imposent. On ne peut pas traiter quelqu'un qui est un simple consommateur de drogue légère avec quelqu'un qui consomme des drogues dures. Lorsqu'on a ce type de drogue, et en ce moment, on connaît à peu près le niveau dans lequel le consommateur se trouve, eh bien, on peut engager donc une lutte. Je vous dis que la compréhension du phénomène de drogue peut également nous amener à développer des thèses très importantes de la compréhension de l'individu dans sa multidimensionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, lorsqu'on veut s'attaquer à la drogue ou au consommateur de drogue, au phénomène de consommateur de drogue, il faut réaliser que l'individu intuitif est comme une constitution physiologique. L'individu est dans un microcosme social dans lequel il se trouve, qui sont les parents, les frères, la fratrie et tout. L'individu, c'est une forme mésocosmique, c'est-à-dire qu'au-delà de là, la société plus globalement. Mais l'individu, c'est aussi et parfois la dimension métaphysique, c'est-à-dire que la relation avec les ancêtres est même une déification, c'est-à-dire la relation avec Dieu. À un moment donné, il faut être capable de saisir à quelle dimension l'individu se trouve dans sa relation avec le phénomène de la drogue. Ça veut dire quoi?
un individu peut devenir accro ou peut développer une addiction à la drogue en raison de son environnement social dans lequel il se trouve, l'environnement immédiat. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Mais un autre drogué peut être tel qu'il vous dit que quand je fume, je suis en relation avec mon Dieu. Il est en relation avec un monde, un idéal que vous ne percevez pas. Il faut rentrer dans cet idéal que lui, il a développé pour pouvoir le sortir de là. Et c'est là où le phénomène de la drogue devient très complexe en termes de lutte. Parce qu'un médecin seul ne peut pas lutter contre la drogue. C'est-à-dire que quelle que soit la structure, les addictionnistes qui savent ce qu'ils font, ce qu'il faut faire, un médecin ne le pourra pas. Le psychologue seul il ne pourra pas s'attaquer et détruire complètement quelqu'un qui est drogué. Le sociologue devra probablement avoir quelque chose à dire là-dessus. Parfois même, il faudra aller plus loin, voir les ancêtres et même Dieu, dans la lutte concomitante qu'il faut aller pour sortir, parce que c'est un peu comme une délivrance de quelqu'un qui a déjà développé une addiction à la drogue. Puisque vous parlez, Maurice Omo, de psychologue, j'aimerais un peu qu'on essaie de voir le cas, la prise en charge au Cameroun. Est-ce que le Cameroun possède des centres expérimentés pour procéder à une sorte de détox, on va le dire ainsi, de ces jeunes-là, des jeunes qui ont déjà consommé de la drogue et qui souhaitent se défaire de cette addiction? Et effectivement, il y en a. Ceux qui pensent qu'il n'y en a pas se sont trompés lourdement. Au Cameroun, à l'hôpital à Kintini, il y a bien une unité de désintoxication et de lutte contre des addictions aux différentes drogues. La prise en charge est-elle efficace? Il y a une prise en charge. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que votre enfant se drogue, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez du jour au lendemain que vous l'amenez à l'hôpital, la Kintini, pour qu'il se fasse désintoxiquer ou qu'il renonce à son addiction. C'est une bonne initiative, mais elle ne suffira jamais. Elle ne suffira jamais parce que, en fait, qu'est-ce qui va se faire d'abord au niveau de ces unités de désidentification qui s'intéressent à la dimension physiologique et biologique de l'individu? On va lui donner un certain nombre de médicaments, appelons cela ainsi, des médicaments dont l'objet sera de développer dans l'organisme une forme de rejet, n'est-ce pas, de l'addiction que l'individu a développée ou bien de l'attrait que l'individu ressent vis-à-vis de la drogue. Et c'est à cela que, n'est-ce pas, ces unités vont s'attaquer. Ces unités vont s'attaquer à la dimension toxique de cette pathologie, c'est-à-dire qu'il sera établi, par exemple, que c'est un individu qui a la tremblote, qui voit mal, Et là, ces aspects seront pris en charge dans ces unités. Mais ça ne suffira jamais. Lorsque l'individu a développé sur le plan psychologique et mental une certaine relation avec la drogue, ce n'est pas les unités de prise en charge médicamenteuse qui vont le sortir de là. C'est, n'est-ce pas, l'accompagnement du psychologue qui sera, lui, dans un rôle fondamental, c'est-à-dire celui de créer une forme de psychose chez l'individu contre la drogue et qui vous devra accompagner ce que les médecins et autres vont faire. Ça ne suffira toujours pas. Il y a un environnement qui est l'environnement familial ou l'environnement assez immédiat quand même. Celui-là doit également se mettre en marche. Hein? Ça veut dire que si le noyau familial ne s'intègre pas dans le combat qu'il y a pour sauver un individu qui développe déjà une addiction ou qui est déjà addict à la drogue, eh bien, tout ce qu'on fera démontrera ses limites. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la lutte contre ce phénomène chez un individu qui est déjà là est plus complexe, c'est-à-dire que c'est un concours de plusieurs thérapies ou plusieurs démarches thérapeutiques qui vont conduire, n'est-ce pas, à la sortie de l'individu. Alors, sur ce plateau, on a déjà parlé des facteurs, des principaux facteurs de la consommation de ces drogues. On a également parlé de la production et même, on vient de parler de la prise en charge. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un peu, on revienne sur, qu'on interroge les responsabilités tant du côté de l'État que du côté des parents.
Maurice Somon? Ben oui, bon, j'ai dit que le phénomène, il était suffisamment grave, puisqu'en fait, il s'attaque à la graine de la société. Là, quand on dit que c'est la graine de la société, c'est-à-dire que les jeunes sont ceux par où la société va se structurer. Bon, alors, lorsque une pathologie, une maladie, c'est un peu comme si vous avez une semence et que la semence, elle prend une maladie, forcément, tout ce qui va se faire fera que le produit ne sera jamais celui que vous avez escompté. Bon, et notre société est donc malade à sa racine, à sa graine, puisque plus pire que cela, c'est à l'école, c'est-à-dire que là où se structure même la société. Et donc, du coup, à qui incombe la responsabilité? Vous avez cité les pouvoirs publics. Naturellement, on dit toujours que tout incombe au pouvoir public. Oui, les pouvoirs publics ont la responsabilité de créer, de susciter et de créer un environnement dans lequel l'individu, notamment l'enfant, le jeune, pourrait être sécurisé par rapport, n'est-ce pas, aux alertes, si vous voulez, aux attaques venant de l'extérieur et qui vont essayer de le conduire à la consommation de la drogue. Il s'agit de le renfermer, de faire un milieu scolaire pur pour que cela ne se passe pas. Il s'agit également, pour les pouvoirs publics, d'engager une forme de lutte répressive contre le phénomène lorsqu'il s'est déjà installé. Donc, de façon prospective, de façon curative, les pouvoirs publics ont un rôle fondamental à jouer. Mais ce rôle suffira-t-il? Jamais, il ne suffira jamais si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les familles, à l'intérieur des familles, on ne tient pas compte de ce que la drogue... Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant soit à la maison et voit un parent qui revient tout peinté et qui se rende compte qu'il fume de la drogue? Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant devienne lorsqu'il voit son père fumer, même dans une simple cigarette à la maison? Mais parfois c'est par là que ça commence. Ça commence par une simple cigarette avant de devenir plus tard de la drogue. Alors, c'est dans les familles qui sont en fait la structure, la microstructure de la société que ce combat devrait commencer. Et il devra commencer par une forme d'assainissement de cet environnement familial. Alors, généralement, les enfants, il y a des enfants ou des familles dans lesquelles on se passe la drogue comme on se passe un beignet. C'est-à-dire que vous arrivez, et j'en ai vu, c'est-à-dire que je suis allé dans des familles où le soir venu, le papa fait son filon, il tire, il donne à maman qui prend également, l'enfant qui est là, qui prend également, ça ne gêne absolument personne. Mais Maurice, ça c'est dans le cas où ce sont des familles où on voit clairement les parents consommer eux-mêmes de la drogue. Mais au regard de ce qui se passe, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des familles très nantis qui arrivent à voir leurs enfants devenir addicts aux drogues. Oui. Comment ça se passe en réalité? Il faut qu'on le sache très bien. Vous savez, le développement de l'enfant dans son éducation, dans le processus éducatif et même éducationnel, est assez complexe. Il faut que les gens le sachent. Bon, alors, lorsque l'enfant grandit, eh bien, il peut arriver, c'est ce qui arrive généralement dans des familles nantis, que par amour pour cet enfant, on finit d'en faire un petit roi. C'est-à-dire que ce petit roi à qui on ne refuse rien, qui a tout, c'est pour cela que je parlais de l'éducation. Étant à l'abri du besoin, effectivement, totalement à l'abri du besoin, à un moment donné, il va aller au-delà de ce qui est permis, des choses simples. Il va aller au-delà, il va aller plus loin. Et vous allez voir que les parents, par amour, par exemple, vont apprendre que l'enfant est déjà au contact avec la drogue. Mais ils sont tellement petits devant leur enfant qu'ils ne peuvent même pas le leur interdire. Parce qu'en fait, une certaine culture, qui est parfois une importation d'ailleurs, fait qu'il est laissé une liberté à l'enfant d'accéder à certaines choses.
Bon, et vous savez, aussi bizarrement que cela puisse paraître, ceux qui sont dans la catégorie de la société des pauvres, comme on dit souvent, ils sont très attirés par ce qu'ils voient chez les personnes riches. Hein, pour parler en termes prosaïques. C'est-à-dire qu'il a vu le costume, il a vu un habit, il a vu quelque chose, il est pauvre, il en a envie, il va tout faire pour essayer d'être comme celui qui voit et qui... Mais l'inverse est également possible. C'est-à-dire qu'un enfant à qui tout est permis, qui a tout reçu, qui a tout eu, admire ce petit crack venu des quartiers durs. Hein, il va essayer de lui ressembler, de montrer qu'il est fort, parce qu'en fait, il lui manque quoi autour? Rien. Et c'est donc comme ça que dans des familles pourtant nanties, ils vont rentrer là-dedans. Hein. Quand les enfants sont dans la cour de jeu, quand les enfants sont en train de jouer dans la cour, si vous regardez bien, il y a souvent le maestro, le plus fort. C'est généralement pas celui qui vient d'un quartier de riches ou de gens nantis. C'est généralement quelqu'un qui vient dans une forme de ghetto, qui lui fait la loi. Et donc, du coup, comme il fait la loi, les autres, ils prennent l'argent, ils viennent lui donner, et c'est lui qui va distribuer et qui va amener les autres à y être. Donc, cette forme d'identification des enfants issus de la société dite aisée et nantie, cette identification qui est l'inverse de ce qu'on voit dans la relation qu'il y a entre les moins nantis et ceux qui sont nantis, fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a comme l'impression, n'est-ce pas, que le phénomène peut s'attaquer tout aussi bien aux quartiers riches, aux enfants des quartiers riches, aux enfants des pauvres, comme aux enfants des riches. Bref, ça peut concerner ou ça concerne tout le monde. On a compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Le mal s'attaque à la racine. J'aimerais vous poser la question. Avoir une grande partie de sa jeunesse en état de toxicomanie, quel peut être l'impact pour le développement du pays? C'est extrêmement grave parce que, vous voyez, la toxicomanie, plus généralement, sur le plan social, a pour conséquence de déstructurer des familles. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein des familles? C'est-à-dire que l'enfant qui commence à être drogué est un véritable problème, d'abord pour ses propres parents. Il est un véritable problème parce que il y a des possibilités qu'il devient très exigeant, il y a des possibilités sur le plan de l'éducation qu'il ne veuille plus aller à l'école, qu'il ne veuille plus étudier, et ce qui crée une forme d'angoisse continue chez les parents, et il y en a même qui en tombent malades parce que du jour au lendemain, cet enfant sur qui vous avez investi énormément d'espoir, vous vous retrouvez du jour au lendemain qu'il est drogué et qu'il ne peut plus faire un certain nombre de choses. C'est toute la famille. Et j'ai rencontré des familles où tout le monde s'est réinvesti dans le combat pour sortir un des leurs qui a déjà sombré dans la drogue. C'est-à-dire que les cadets et les aînés qui le voient en souffrent terriblement, les parents en souffrent, sans compter des sommes importantes d'argent qui sont investies. Donc, il y a une forme de déstructuration des familles lorsque un seul enfant se met déjà à consommer de la drogue. Maintenant, lorsque cela s'attaque, n'est-ce pas, à la famille, on peut comprendre très aisément que cela s'attaque finalement à l'ensemble de la société. Si vous allez aujourd'hui dans des prisons, vous allez trouver qu'il y a des unités où vous allez trouver des jeunes, vous allez constater que 90% de ces jeunes ont d'une façon ou d'une autre un contact avec la drogue. La drogue a ce site particulier dans une société, c'est que la majorité des crimes, lorsque vous voyez des reportages qui se font à la télévision, qu'est-ce qu'on dit? Vous apprenez qu'il y a eu un crime par-ci, qu'il y a eu un délit par-là, commis par des jeunes. On vous dit que lorsque la police ou la gendarmerie, lorsqu'ils ont descendu et qu'ils ont mis main sur ces individus, ils y ont trouvé des armes. À côté des armes, il y a toujours la drogue qui n'est pas très loin et qui, en réalité, a pour rôle de jouer quoi? Le rôle que joue cette drogue, c'est donner le courage nécessaire et la force à ces personnes d'aller agir. Donc, du coup, les dégâts de la drogue sont multidimensionnels. C'est-à-dire qu'à de tout point de vue, la drogue va avoir des dégâts
extrêmement grave Un pour la société. impact pour le développement du pays. Oui, pour le développement du pays. Écoutez, ce n'est pas celui qui est drogué qui va développer une réflexion sensée. Vous ne pouvez pas, un enfant qui est drogué ne va pas se mettre devant son livre de mathématiques et le décortiquer naturellement. Il n'en a pas les moyens. Un individu qui est drogué ne peut pas avoir suffisamment d'énergie pour être une main-d'œuvre là où il le faut. Un individu qui est drogué ne peut pas mener un raisonnement logique dans le cadre d'une société. Donc, forcément, si le développement d'un pays suppose un effort coercitif, collectif des individus de mener un travail d'ensemble, eh bien, les individus drogués sont, si vous voulez, des maillons morts de la société dans le processus de développement. Et il va de soi que les enfants qu'on forme, c'est pour créer au sein d'une société. Lorsqu'ils sont déjà drogués, parfois c'est des génies, c'est-à-dire ceux qui ont le potentiel nécessaire pour susciter, n'est-ce pas, des axes de développement qui vont être détruits. Donc, dans tous les cas, il est extrêmement établi qu'une nation ne peut pas se développer avec la drogue. Beaucoup de personnes ont dit, ni avec de l'alcool, ni avec de la drogue, on ne peut pas se développer. Et c'est bizarre que les pays en voie de développement comme le nôtre, n'est-ce pas, les pays qui aspirent au développement, sont ceux dans lesquels le phénomène de drogue est venu s'installer et qui donc va jouer, va ramer à contre-courant dans l'effort que les uns et les autres. L'État investit beaucoup d'argent pour encadrer, lutter contre le phénomène de la drogue. Un investissement qui aurait pu aller à autre chose. Pourtant, cela indique, on parle de toute une unité qui fonctionne avec pour rôle de lutter contre un phénomène qui, s'il était évité, aurait permis sûrement de construire davantage d'hôpitaux, de routes, ainsi de suite. Donc, le phénomène est pesant pour un pays comme le nôtre. Des études montrent que la consommation de la drogue, les jeunes se tournent vers la consommation de la drogue pour éviter un certain nombre pour oublier un certain nombre de difficultés qu'ils vivent au quotidien. Mais comment leur faire comprendre qu'il s'agit d'un réconfort éphémère, Maurice Somo? C'est un faux fuyant, il faut le dire. C'est un faux fuyant. En réalité, on va se dire, on dit quoi? On veut expliquer certaines choses en accusant la pauvreté. C'est-à-dire que sous le dos de la pauvreté, on dit parce chômage. que, voilà, comme ils sont pauvres, ils n'ont rien à faire. Comme ils sont au chômage, ils n'ont pas d'emploi. En ce moment, ils sont déprimés. Et comme ils sont déprimés, ils cherchent quelque chose qui donne un sens à la vie. Et du coup, ils se tournent vers des drogues. Oui, effectivement, un enfant qui ne peut pas aller convenablement à l'école, ou celui qui a eu son diplôme et qui ne peut pas trouver un emploi, et qui au quotidien est à la maison, peut commencer à se tourner des pouces et puis être plus accessible à la drogue qu'un autre qui, lui, après son école, a trouvé rapidement un emploi, a constitué une famille. Mais aussi bizarrement que cela puisse paraître, il s'en trouve qu'il y en a qui ont tous ces éléments à leur disposition. Ils sont bien nantis. Il y en a qui ont bel et bien, qui sortent des écoles et qui parfois ont même un emploi, mais en réalité qui sombrent toujours dans la drogue. Donc, ce n'est pas un prétexte suffisant. Il peut être un des éléments qui peut justifier que ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Un enfant qui habite chez ses parents, il mange chez ses parents, il est vêtu par ses parents, il est nourri, il est logé, il a tout ce qu'il faut. Pourtant, il sombre dans la drogue. Alors, est-ce que vous allez accuser la pauvreté dans ce cas? Est-ce que vous allez accuser le fait qu'il n'ait pas du travail, puisqu'il n'en a même pas besoin, il n'a même pas encore commencé à travailler? Cela lui passe un peu par-dessus la tête. Et vous voyez, entre 20 et 25 ans, qui est la tranche la plus touchée de notre société par le phénomène de la drogue, est cette tranche pour laquelle les jeunes se posent des questions
essentielles. Alors, ils n'ont pas encore trouvé de réponse aux questions essentielles qui se posent parce que certains sont en train de finir l'école, d'autres l'ont fini. Ils vont commencer si c'est un garçon, il va faire la rencontre d'une jeune fille et commencer à penser à fonder un foyer. Si c'est une jeune fille, c'est à ce moment qu'elle va être convoitée par des jeunes hommes. Mais ce n'est pas à cette tranche d'âge que les problèmes vitaux se posent aux jeunes. Les problèmes essentiels se posent à une jeune fille qui, à 30 ans, peut commencer à se poser des questions sérieuses. Si elle n'a pas de boulot, si elle n'a pas de mari, si elle n'a pas une certaine situation, elle peut commencer à se poser des questions, mais c'est généralement vers 7, 28, vers 30 ans. Ce n'est pas à 20 ans qu'elle commence à se poser ce genre de questions pour qu'elle trouve la drogue comme un moyen de se réfugier. C'est pareil pour les hommes. C'est à partir de 30 ans que le garçon, s'il n'a pas trouvé une structure appropriée pouvant le rassurer qu'il va s'intégrer sur le plan professionnel, qu'il commence quand même à se poser ces questions et qu'il commence à réfléchir ou non s'il doit aller se réfugier derrière la drogue. Pourtant, ce n'est pas la tranche d'âge la plus touchée. La tranche d'âge la plus touchée se situe entre 18 et 24 ans, 24-25 ans. Les statistiques l'ont démontré. Donc, il ne faut pas trouver la pauvreté, puisque le phénomène sévit tant bien chez les pauvres que chez les riches. Ce n'est pas les problèmes forcément de la société qui poussent les uns et les autres à aller vers les drogues, parce que la tranche de prévalence, où la prévalence est la plus élevée, est celle où les jeunes ne se posent pas encore un certain nombre de questions. Donc cette explication, à mon sens, n'est pas très, très appropriée. Maurice Somo, nous allons clôturer cette émission, mais avant, j'aimerais élargir le débat. Outre la consommation de stupéfiants, au regard des événements, des récents événements, il va sans dire que les jeunes se livrent à des pratiques, à des dérives très inquiétantes, pratiques occultes, la facilité avec laquelle les jeunes se livrent, je l'ai dit, à certaines dérives. Vous qui êtes psychosociologue, quelle lecture faites-vous face à cela? Bon, la dépravation des mœurs dans notre société peut avoir pour élément stimulateur effectivement les consommations de ces différentes drogues-là. Ça, là-dessus, on ne le dira jamais assez. Alors, mais il faut aussi également dire que les drogues et leur consommation, bien qu'étant un élément, ne peuvent pas être le seul élément. Nous allons accuser le type d'éducation qui a cours actuellement dans notre société et qui demande à être réformé, qui demande à être performant pour permettre à notre jeunesse de sortir progressivement de cette dépravation des mœurs. Alors, je crois qu'il est important aujourd'hui que le phénomène soit plus globalement pris en compte par tous les acteurs que nous avons évoqués plus haut. Et peut-être en ce moment-là, on pense que la drogue pourra avoir un effet réduit. Parce que si la drogue vient trouver une bonne éducation chez les jeunes, une prise en charge, des barrières déjà établies, eh bien, il y a de fortes chances que la drogue ne passe pas pour notre jeunesse. Merci Maurice Somo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes psychosociologue de l'éducation et des organisations. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous envisagions parler de la FECAFOOT, mais notre invité, Patrice Fotso, n'a pas daigné répondre favorablement à notre demande. Nous l'attendions pourtant. Alors, on devait parler de Bamboutos FC de Bouddha qui s'est vu refuser la licence pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous la semaine prochaine lorsqu'il sera 12h pour une autre rétrospective de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.